Les ressources humaines sont essentielles pour l'entreprise. Elles jouent un rôle crucial dans sa bonne marche et dans son développement. Et ce midi, dans Référence, on s'intéresse donc aux ressources humaines comme levier de croissance économique en entreprise. Dans Éco, nous découvrons autrement un autre groupe de mots. ADECO va nous conduire dans l'univers de la comédie musicale Trône de Béanzin. Et bien sûr, J'ai testé pour vous sera également de la partie. On va s'installer avec ce titre qui signe le retour du groupe ivoirien Kif No Beat. C'est comment? Tu te mets dans quoi? Pays c'est question. Tu veux pas de moi? Pourquoi tu me fais ailleurs? Dancer on the moon. Shadow Chris Beat. T'as demandé le champagne, t'as parlé d'assini, non? Tu m'as dit de faire coco, t'es dans quel giga? T'as demandé le champagne, non? T'as parlé d'assini, non? Tu m'as dit de faire coco, c'est quoi ton moment? Depuis là, il était cher. Depuis tu me mets dans le flocon. C'est des aïeux et des balles. C'est comment? Depuis là, il était cher. C'est là depuis tu me mets dans le flocon. C'est des aïeux et des balles. Quand tu m'appelles bébé, c'est que tu veux des pots. Tu caches ton visage dès qu'on veut faire photo. Je vais même pas tourner autour du pot. Si tu moi, je vais pas taper photo. Je claque, je tiens la foule. Le chien que j'ai, c'est toi qui bouffe. Bébé, dis-moi à quoi tu joues. Je veux béco, tu donnes ta joue. Tu te mets dans quoi? J'ai ramené ton petit colis. Dans mon cola, y'a le petit cola. Faut me donner pardon, y'a parti. Tout le monde a Pokénénisa. À mon tour, tu veux parler en visa. Si on est là, c'est pour s'enjailler. Si je te fais quelque chose, faut parler. T'as demandé champagne, non? T'as parlé d'assini, non? Tu m'as dit de faire coco, t'es dans quel giga? T'as demandé champagne, non? T'as parlé d'assini, non? Tu m'as dit de faire coco, c'est quoi ton moment? C'est comment? Depuis là, il était cher. Depuis tu me mets dans le flocon. C'est des aïeux et des balles. C'est comment? Depuis là, il était cher. C'est là depuis tu me mets dans le flocon. C'est des aïeux et des balles. Hey, moi je fais. T'as parlé d'assini, j'ai répondu oui. Tu vois pas mes messages ou bien tu me fais vu pour rien. Si tu fais, je vais t'envoûter. T'as parlé de champagne, partir en campagne, aller au cinéma. On a coordonné un moment, mais tu veux me faire parler. Mais c'est dans quel moment? La vie c'est mollo. Faut parler à des moments. Moi j'ai payé ton mogol. Je te fais c'est pas pour dodo. Mais faut pas me faire taper poteau. Je veux pas un pour gagner temps. Je veux te garder tout le temps. C'est comment? Depuis là, il était cher. Depuis tu me mets dans le flocon. C'est des aïeux et des balles. C'est comment? Depuis là, il était cher. C'est là depuis tu me mets dans le flocon. C'est des aïeux et des balles. C'est comment? C'est le titre qui signe en tout cas pour l'heure le retour du groupe Kif No Beat. On va à présent recevoir Ariane Da Silva et son invité dans Référence. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, mesdames et messieurs, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi-même? Ça va, tu pètes la forme en tout cas, je bénis le Seigneur. Alors, ce midi, dans Référence, on parle des ressources humaines, c'est bien ça? Ben oui, depuis un bon moment, on fait quand même l'exercice, on essaie de varier un peu les choses pour que ce ne soit pas juste des entrepreneurs qu'on reçoit, mais également des spécialistes pour de temps en temps donner des conseils, des astuces aux entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines comme levier de croissance économique. Et ce sera avec Rustic Akorogbo, il est expert en stratégie affaires. Bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors très rapidement, quand on parle de ressources humaines, qu'est-ce que c'est?
Je dirais que bon, les ressources humaines, c'est d'abord tout, c'est des ressources. Et humaines pour dire que c'est des hommes qu'on va utiliser en griffe, d'accord, dans le processus de fabrication ou de production d'un bien ou d'un service que l'entreprise va mettre finalement sur le marché. Et donc, on peut beau avoir de l'argent, ça c'est une ressource financière, on peut avoir des ressources matérielles, donc des équipements, mais il y a des hommes qui seront derrière ces équipements-là. Il y a des hommes qui vont penser la manière dont cet argent sera utilisé. Et donc, c'est pour ça qu'on a forcément besoin d'hommes dans les entreprises. Et donc, sans hommes, il n'y a pas de richesse. En gros, la ressource humaine est très importante. Absolument. D'accord. Alors, mais concrètement, dans la faisabilité, comment on gère ces ressources humaines? Ça, c'est une grosse question, je dirais. Comment on gère une ressource humaine? Je dirais pour aller un peu plus loin dans votre question, je dirais simplement comment on gère un homme, comment on gère un humain. C'est hyper difficile parce que l'humain, c'est pas facilement qu'on pourra le cadrer, le canaliser. Et donc il faut user de tact, de stratégie, voilà, pour entre guillemets l'amadouer, parce qu'il a sa personnalité, son humeur, etc. Donc c'est une très très grosse question. Donc moi, ce que je peux te dire, comment on le fait simplement, il faut d'abord que l'entreprise ou l'entrepreneur puisse lui-même développer des valeurs. Parce que, comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Bien sûr. Je ne vais pas défendre des valeurs et aller recruter des gens qui sont contraires à mes valeurs. Et donc, un entrepreneur ou une entreprise doit avoir des valeurs et en fonction des valeurs, il ira chercher en fait les talents qui défendent en fait ces mêmes valeurs-là. C'est important parce que je ne vais pas chercher juste de la compétence. Je vais chercher un humain. C'est très facile d'apprendre à quelqu'un à utiliser Excel. Mais c'est difficile de lui apprendre à ne pas mentir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est-à-dire qu'avec la machine, ça va vite, c'est ça? Non, c'est facile d'inculquer à quelqu'un une compétence technique. Mais le savoir-vivre, c'est difficile. Et c'est ça l'humain en réalité. C'est pas juste de la compétence, c'est aussi le savoir-vivre. Et donc si je recrute quelqu'un parce qu'il est très compétent sur le plan technique, je le fais entrer dans mon entreprise parce qu'il n'épouse pas mes valeurs, qui sont des soft skills, c'est des choses qui ne sont pas tangibles. Et il ment. Et il sème la zizanie dans l'entreprise. Bien qu'il soit compétent, je suis obligé de le virer. Parce qu'il y a un savoir-vivre qu'il n'a pas. Et donc, très souvent, l'entreprise oublie ce côté savoir-vivre, savoir-être et se focalise juste sur la compétence des gens. Et on recrute et on se rend compte que oui, il est bon, mais en réalité, il n'est pas bon. Parce que l'humain, en réalité, n'est pas juste compétent, c'est aussi tout le savoir-être avec les gens. Il y a une équipe à construire, il y a une dynamique d'ensemble à construire. Et donc, il faut aller chercher des gens qui épousent ces valeurs-là et qui habitent en fait ces genres de valeurs, d'honnêteté, du travail bien fait, du travail en équipe, voilà, l'empathie, etc. Mais tout de suite, comment je fais pour identifier ces personnes-là? Parce que les apparences peuvent être trompeuses. Oui. La personne, je peux le recevoir pour un entretien, il peut me donner l'impression d'être une personne honnête. Je peux même faire une enquête de moralité. Bien sûr, et avoir de bons retours et tout, mais au finish, peut-être qu'il n'est pas comme ça. Comment je fais pour détecter en fait? C'est pas pour rien que dans le processus de recrutement, en tant que bon entrepreneur, on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne quitte son ancien poste. Et vous savez, quand vous appelez juste votre ancien patron, il dira la vérité, il ne va pas mentir. Bon, à moins qu'il soit animé d'une mauvaise intention. Mais il va dire la vérité. Ah oui, celui-là, il est bon, mais à tel endroit, il n'est pas bon. Pour répondre un peu plus à cette question de gestion, je dirais aussi que c'est important pour que l'entreprise définisse vraiment un branding. Il y a ce qu'on appelle le marketing RH pour attirer en fait les meilleurs talents. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans... En fait, le rapport de force a changé. On n'est plus dans la posture où voilà, c'est quelqu'un qui veut aller chercher un boulot. Mais plutôt, en fait, les entreprises sont maintenant dans un système où on va brander l'image de l'entreprise de sorte que
les bons talents soient attirés en fait par l'entreprise. Et quand vous êtes un entrepreneur et que vous faites un bon branding de votre entreprise, les gens vont se reconnaître dans cette entreprise-là. Ils vont spontanément venir vers vous parce ils épousent en fait votre vision, ils épousent votre manière de faire au sein de l'entreprise. Et ça, c'est toute une stratégie à avoir derrière, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, toujours dans le processus de gestion des ressources humaines, est-ce que vous pensez que la motivation du personnel est une méthode importante, c'est une bonne façon de faire? Je dirais pas que c'est une mauvaise façon de faire. En toute chose, il y a un revers. Quand je parle de motivation, quand vous parlez de motivation, peut-être on va parler de, leur donner un peu des bonus. Voilà. Mais moi, je dirais qu'en réalité, la motivation doit être intrinsèque à l'individu. Et donc, pour pouvoir susciter cette motivation, c'est vrai, je peux lui donner de l'argent, mais il y a un revers dans ça. Le revers, c'est que c'est une motivation suscitée. Mais il faut que cette motivation naisse du cœur de l'employé. Et donc, pour ce faire, l'entrepreneur doit essayer de mettre en place un dispositif pour que l'employé se sente à l'aise chez lui. Vous savez, on passe quasiment un tiers de notre vie au boulot. Oui. C'est-à-dire que quand vous prenez 24 ans, on passe 8 heures de temps au boulot. Donc, ça fait un tiers de notre vie. Pour certains, c'est plus de 8 heures. Voilà, pour certains, c'est plus de 8 heures. Donc, il faut que ce un tiers-là soit vivable, en fait, pour l'employé. Et donc, en tant qu'entrepreneur ou employeur, je dois mettre en place un système qui va créer en fait le sentiment d'appartenance et de sorte que ma RH non seulement devient mon employé ou bien mon collaborateur, mais il devient en réalité un ambassadeur de mon entreprise auprès d'autres personnes, parce que chacun, tous autant que nous sommes, avons des réseaux, et donc je peux susciter mon réseau pour devenir client en fait à l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc il ne sert à rien, c'est vrai, on peut donner de l'argent, mais au-delà de cette motivation, il faut que l'entrepreneur crée un système pour vraiment créer un sentiment d'appartenance. Et là, l'employé est très fier de venir en entreprise. La fin, 17h ou 18h sonne, mais il a envie de rester en entreprise parce qu'il y a une condition vivable. Il y a un climat en fait favorable à tout ça. Une atmosphère qui est là et qui fait qu'il n'a pas envie d'aller à la maison. D'accord, je pense que c'est une stratégie que des entrepreneurs utilisent déjà, et j'ai d'ailleurs préparé pour vous un élément témoin. On va écouter 2 entrepreneurs sur leur formule, comment elles font, ces 2 dames, comment elles font pour pouvoir motiver en fait leur personnel. On va découvrir à travers cet élément. Il est 8h ce jeudi du mois de juin 2023. Alida Rondino arrive au travail. Échange de civilité entre l'entrepreneur et sa collaboratrice, puis direction le bureau où elle nous reçoit pour quelques moments d'échange sur la motivation du personnel en entreprise. Je pense que quand vous avez des employés qui travaillent avec vous et qui, de leur propre initiative, prennent sur eux et font un pas de plus, c'est-à-dire font plus qu'on ne leur a demandé, il est important de les motiver, il est important de les soutenir pour que ce pas de plus qu'ils ont pris l'initiative de faire soit valorisé. L'entrepreneur se souvient encore de sa dernière expérience avec son équipe. On a organisé une dégustation d'un de nos nouveaux produits. Cette initiative, je l'avais dit avec l'équipe. Et après, j'avais vraiment oublié. Mais qu'est-ce que l'équipe a fait derrière? Ils ont commencé à travailler dessus. Donc, après, j'ai constaté que les clients venaient et disaient « Je reviens le 27 ». Et je me suis dit « Mais les gars, c'est quoi il y a le 27 ?» Ils ont dit « Maintenant, vous avez dit qu'on aura dégustation. » Et, ah bon. Si cette initiative a tenu, c'est vraiment parce que l'équipe a décidé de prendre les devants, de commencer à travailler sur le projet. J'étais très contente. Olive Hermione a elle aussi fait son expérience. Il s'agissait en fait d'un salarié
qui n'était même pas permanent. Mais il a juste fallu que nous nous souvenions de son anniversaire pour que ce jour-là, le résultat sur le marché soit vraiment différent des autres jours en fait. Il s'agissait en fait d'aller faire une prospection sur le marché. Ce jour-là, elle avait une de ces joies-là qui l'a fait vraiment écouler tous les produits qu'elle avait pris et revenir même en chercher parce qu'elle sentait qu'elle avait de l'importance au sein de l'entreprise. Et voilà, Monsieur Akalungbo, vous venez de suivre 2 entrepreneurs sur leur formule. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis totalement d'avis avec ce qu'elles font et vraiment je les encourage. J'encourage également d'autres entrepreneurs à le faire parce que autant on développe une stratégie pour acquérir de nouveaux clients, pour les fidéliser, autant en fait on doit, en tant qu'entrepreneur, développer des stratégies pour attirer des talents et les fidéliser au sein de l'entreprise. Et donc, vous voyez que l'entrepreneur est entre 2 maillons et il doit essayer en fait de tirer ça, tout ça vers lui. C'est génial ce qu'elles font. Mais justement, l'entrepreneur, quelle devrait être la posture de l'entrepreneur, donc de l'employeur, face à, par exemple, 2 employés qui ne s'entendent pas? Comment l'employeur devrait gérer les crises au sein de son personnel? Ça, c'est une bonne question. Effectivement, quand on est en équipe, il y a des conflits qui naissent. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent aux entrepreneurs, vous n'êtes pas juste un manager, vous êtes également un leader. Vous devez apprendre en fait des techniques de gestion de conflits, la communication non violente. En fait, c'est des choses qu'il faut inculquer en réalité à la RH. Ça n'a rien à voir avec le côté technique qu'on est venu faire en entreprise, mais c'est le savoir-vivre. Et quand vous êtes en un entrepreneur et que déjà vous mettez en place un système de formation, vous apprenez en fait à vos collaborateurs comment gérer les conflits entre eux, comment éviter les conflits, comment communiquer sans pour autant en fait piétiner l'autre, etc. Comment connaître en fait son vis-à-vis, la personnalité de son vis-à-vis. Vous les amenez en fait à se renforcer sur ces thématiques-là qu'on n'a pas forcément l'habitude, sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude d'être formé. Mais exactement. Il se fait qu'on travaille avec des humains et que parfois on se piétine sans le savoir. Et il y a les émotions qui jouent également. Donc quand un entrepreneur met en place un tel dispositif, ça évite beaucoup de choses après. Et je pense que c'est super important qu'un système de formation soit là. Et je vais accompagner pour dire que en réalité, au-delà de ce qu'elles ont dit, on peut dire également que les entrepreneurs peuvent faire autre chose, c'est-à-dire valoriser un peu plus les employés, l'employé du mois. Par exemple, sur leur page de réseaux sociaux, utiliser en fait les images, mais les photos de leurs employés et les valoriser vraiment pour que les gens sentent que oui, effectivement, l'entreprise en question est en train de mettre l'humain devant, pas juste le profit financier, mais vraiment l'humain. Et c'est ça qui va attirer de nouvelles personnes, même des clients. D'accord. Alors là, depuis, on était en train de parler de l'entrepreneur, de ce qu'il doit faire vis-à-vis de ses collaborateurs, mais en retour, quelle doit être la responsabilité des collaborateurs, des employés au sein d'une entreprise? On ne va pas me motiver pour que je devienne paresseuse ou je ne sais pas. Non, je pense que, comme on l'a dit, on est tous humains. Et quand quelqu'un nous fait quelque chose, il y a un sentiment de redevabilité qui naît, à moins que vraiment cette personne soit pas normale, quoi. Et donc quand je vous donne quelque chose, derrière, même sans rien faire, sans rien dire, j'ai semé en vous un sentiment de redevabilité. Et donc même si je m'assieds et que je ne dis plus rien, vous allez faire un pas de plus, 1 kilomètre de plus. C'est clair, quoi. Donc moi je dirais simplement qu'il faut que d'abord l'entreprise ou l'entrepreneur fasse son travail. Et la réponse sera spontanée. Et maintenant, s'il fait tout cet investissement et que finalement, on n'arrive pas souvent, il n'arrive pas toujours à avoir le retour, je pense qu'il faut peut-être se libérer du collaborateur parce qu'on ne peut pas investir dans une terre qui n'est pas fertile. D'accord. Alors, très rapidement, pour finir, est-ce que vous pensez que bien gérer sa ressource humaine peut être un levier de croissance économique pour l'entreprise? Absolument. Parce que tout au départ, je disais que c'est les hommes qui font le produit. C'est les hommes qui font le service. Et donc, quand ils ne sont pas motivés, quand ils ne sont pas sains d'esprit, ils vont mal faire.
Et les grandes entreprises ne sont pas forcément grandes parce qu'il y a une grande vision derrière, mais c'est parce qu'il y a de grands hommes qui constituent en fait cette entreprise-là. Et ça dépend également de la capacité de l'entrepreneur à partager sa vision avec les collaborateurs qu'il a avec lui et qui fera finalement que ces collaborateurs vont être des ambassadeurs. Et vous savez, quand on dit à quelqu'un fais 1 kilomètre avec moi et que la personne en fait 2, il en fait 3, sans pour autant demander encore un surplus, en fait, cette personne elle est acquise en fait, elle est motivée, on peut rien faire pour pouvoir, je sais pas. En fait, même si vous le payez, en fait, il a fait au-delà de ce sur quoi vous vous attendiez. Et ça, quand on a ces gens de collaborateurs, il faut les valoriser parce que c'est réellement des impacts finalement sur le chiffre d'affaires parce qu'au lieu de faire 1 heure, il fait 2 heures. Donc, il produit plus. Et donc, vous le valorisez, pas forcément lui payer plus d'argent, mais en fait, le valoriser vraiment, comme je l'ai vu dans la vidéo tout à l'heure, elle disait, le jour de leur anniversaire, voilà, on fait un petit geste, des choses comme ça. C'est des trucs humains qui reboostent en fait le mental en fait de l'équipe et qui donne une bonne image. C'est ça. Merci beaucoup Rebecca. Ce sera tout. Ariane Da Silva, merci également à toi. Rustic Acordobo, merci également à vous pour la présence. Merci de rester encore avec nous pour découvrir un autre mot dans Écho. Ariane Da Silva, dans Écho, on parle du groupe de mots bien économique. Alors, qu'est-ce qu'un bien économique? On va découvrir avec notre expert, il est économiste. Il s'agit de Minas Yetonyon. Regardez. En général, un bien est un objet ou un moyen par lequel on satisfait des besoins. Quand on parle d'objet ou de moyen, cela peut être matériel ou immatériel. Par exemple, les services sont des biens immatériels. Maintenant, des biens sont dits économiques quand ils satisfont aux 4 caractéristiques suivantes. Il faut qu'ils soient utiles, c'est-à-dire aptes à satisfaire un besoin. Il faut que les consommateurs reconnaissent à ces biens-là des propriétés pouvant les aider à satisfaire ces besoins. Il faut que ces biens soient disponibles et enfin il faut que ces biens soient rares. Alors parmi ces caractéristiques, on a tendance à penser que les 2 dernières caractéristiques, c'est-à-dire la rareté et la disponibilité, sont contradictoires. Je prends par exemple l'air. L'air est un bien, mais est-ce que l'air est un bien économique? L'air est disponible, l'air est utile à l'homme et puis nous, en tant que consommateurs, nous reconnaissons à l'air sa propriété à nous satisfaire notre besoin de respirer. Maintenant, l'air n'est pas rare. L'air est partout. Par conséquent, l'air est un bien, mais l'air n'est pas un bien économique. Alors, Ariane Da Silva, je retiens que bien économique fait référence à tout produit, tout bien produit est destiné à satisfaire un besoin. C'est bien ça. Tout bien produit est destiné à satisfaire un besoin. Voilà. Tout simplement. Gardez ça comme ça. Voilà. Mais voilà. L'air n'est pas un bien économique. Non, l'air n'est pas un bien naturel. Naturel, dont nous bénéficions. Merci Ariane. On va te retrouver la semaine prochaine pour d'autres thématiques aussi bien dans Référence que dans Écho. Mais en attendant, on va découvrir ensemble le test du jour dont j'ai testé pour vous avec Gloria Oni. J'ai testé pour vous. La poterie qui fait référence à des vases et récipients à usage essentiellement domestique ou culinaire réalisés en terre cuite. Gloria Oni a décidé donc ce midi d'apprendre les techniques de production dans l'atelier du potier. On la suit. Nous sommes à 90 km de Cotonou, dans le département du Mono, la commune de Fouillogbe et plus précisément à Sé. Ici, on creuse la terre pour extraire de l'argile naturelle. Cette argile permet de créer des objets à tous les goûts, que ce soit pour l'utile ou pour l'agréable. Bonjour à tous et bienvenue dans J'ai testé pour vous.
Bonjour Dame Euphrasie, comment vous allez? Ça va bien. Ok, aujourd'hui nous allons tester la fabrication de la poterie. Ça peut être des assiettes, ça peut être des objets de décoration et autres. D'abord dites-nous comment ça se passe. Vous allez creuser l'argile vous-même ou il y a des gens qui vont creuser, vous les revendez? C'est les dames qui nous amènent et nous on va fabriquer avec l'eau. Et ça fait... Ok, si je comprends bien, les dames vous envoient l'argile et vous mélangez ça à de l'eau et vous obtenez une pâte plastique, élastique si vous voulez. Et c'est à partir de cette pâte-là que vous fabriquez les différents objets qu'on voit sur le marché. Oui. Parfait. À combien est-ce qu'on vous a vendu ce tas qui est derrière moi, par exemple? On m'a vendu ce tas à 5 000 francs. Après avoir mélangé la poudre à cet argile, nous allons former des boules de petite taille qui vont nous permettre ensuite d'obtenir l'objet de notre choix. Nous allons commencer de former la boule. C'est bon comme ça, de cette taille-là. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de former des boules de petite taille avant de fabriquer les objets? Comme ça. Ok. On doit forcément former. Ok. On doit forcément former des boules, de petites boules, avant de fabriquer l'objet. Alors, je vais laisser parler mon imagination en fabriquant un objet de décoration ou un objet ménager. Bon, je ne sais pas encore. Je laisse parler mon imagination tout simplement. À tout de suite. Alors, nous sommes à la réalisation, nous sommes à notre troisième réalisation. On a fabriqué en première position un bol, en deuxième position une assiette. C'est vrai que les assiettes étaient là avant mon arrivée, mais on en a fabriqué encore et encore. Cette troisième réalisation, c'est un canari. Un canari, le canari c'est à faire beaucoup de choses, les tisanes et tout ce que vous savez. Nos poteries méritent d'être dans toutes les maisons du Bénin. C'est de l'argile pure, naturelle, sans plomb. Seuls les argiles creusées aux côtés des industries, des usines contiennent du plomb. Cet argile est creusé dans les champs, donc sans du plomb. À l'instant donc, Gloria Oni dans l'atelier du potier. Ariane da Silva, tes appréciations? C'est une expérience que j'aurais voulu faire parce que c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons l'habitude de voir quand on voyage, quand tu arrives au niveau de C, tu remarques et tout, tu te poses la question de savoir mais comment elles arrivent à réaliser de si beaux objets et tout avec de l'argile, les mains. Franchement, chapeau quoi, elles sont à féliciter et j'espère qu'un jour on va arriver à une modernisation de la
la chose ou à une industrialisation de la chose, parce que je pense que de ça, on peut également tirer du potentiel économique. Pourquoi pas pour en même temps, pays. là, je voulais dire Ariane Da Silva pour ton prochain dossier économie. Tu sais déjà quoi faire. Oui, pourquoi pas. Gloria Oni, du courage et bravo pour ce test. On vous retrouve bientôt pour d'autres tests par ici. Mais en attendant, on reçoit sur ce plateau Jennifer Sativi et son invité pour parler bien sûr de l'art à travers Art Déco. Un mois, croyez-moi, ça passe vite et je vous assure, ce n'est pas Jennifer qui dira le contraire. Elle était en congé, je vous l'avais annoncé par ici, même si on n'a pas réellement senti son absence parce que derrière, de loin, elle envoyait toujours des invités pour la rubrique Art Décoration. Jennifer, de loin, oui, mais de près, on préfère. Jennifer, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Ariane, bonjour chers invités. C'est un plaisir de retrouver le plateau du rendez-vous de midi. Et de loin, depuis la maison, je vous suivais. J'ai vu les très très belles choses que vous avez faites par ici. Merci beaucoup, c'est un plaisir également de te retrouver par ici. Jennifer, alors les congés, vous étiez où? Très honnêtement, j'étais au Bénin. Tout cool. D'accord, ça fait plaisir en tout cas de te retrouver sur le plateau. Partagé. Alors ce midi, on parle de la comédie musicale Trône de Béanzin sur les traces d'un roi atypique. Merci Rebecca pour cette, je dirais, belle introduction parce que ça résume en fait de quoi il s'agira aujourd'hui. Mais avant de revenir, je vais avec la complicité de la réalisation faire suivre ce bout de clip et puis on revient pour la discussion. Et pour le clip, c'était le clip Le Trône de Béanzin. Vous avez reconnu qui, Rebecca? La voix plutôt, dans Métoc. Exactement, et c'est lui qui incarnait Kondo avec son chapeau, son sceptre, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas lui que nous recevons plutôt, je dirais un peu la tête pensante de du projet, absolument. Il s'agit bien sûr de Amir Ali. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir justement. Nous avons suivi un clip, mais le projet, il est beaucoup plus large. Il s'agit d'une comédie musicale. Mais Rebecca, moi, c'est la première fois, en tout cas pour moi, que je vois une comédie musicale portée sur les écrans et pas qu'en spectacle. Je dirais c'est un genre un peu complexe. Pourquoi vous avez voulu choisir la comédie musicale déjà pour signer un retour, si je puis dire? Pour plusieurs raisons. La première est que il est temps qu'on se réapproprie notre histoire, surtout nous les jeunes. Je pense qu'on n'a pas fait beaucoup de choses pour mettre en avant l'histoire du Bénin qui est riche, notamment celle du roi Béanzin. Et si jamais on ne le fait pas, soit elle se perdra, soit d'autres personnes vont venir la récupérer comme les Américains l'ont fait avec Woman King ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il est temps vraiment qu'on se mette au travail et il faut quelque chose qui puisse intéresser les jeunes, mais aussi les gens plus âgés, donc de 7 à 77 ans. Et au Bénin, par exemple, le théâtre, c'est quelque chose qui est assez élitiste. C'est quelque chose qui attire seulement un public qui connaît. Et je me suis dit, comment essayer de faire quelque chose qui allait plaire à tout le monde. Donc, comme moi, je fais de la musique, que c'est là que je m'y connais, je me suis dit, faire une comédie musicale, c'est-à-dire un spectacle avec du théâtre, avec de la musique, des chansons originales qui ont été inventées. J'ai pensé que c'était la meilleure situation possible. Ouais, exactement. Et je pense que effectivement c'est la première fois et que ça va plaire vraiment à tous les Béninois d'ici d'ailleurs. D'accord, je pense qu'il y a beaucoup forcément de travail en amont. Il y a les spectacles, la chorégraphie, tout ceci. Est-ce que ça n'a pas été difficile peut-être pour vous? Parce que on vous connaissait beaucoup plus dans la musique, notamment la musique urbaine, le rap. Comment vous vous êtes introduit ou vous avez préféré coordonner de loin en choisissant les bons acteurs? Un peu des deux. C'est vrai que moi j'ai toujours eu un peu de mal à déléguer et ça c'est pas une bonne chose parce que tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Et pour un projet d'une telle envergure qui a été financé par Sema City notamment, il fallait vraiment que je m'entoure des meilleurs et que je donne à chacun un rôle bien précis pour qu'il m'accompagne dans ce spectacle. Et puis après tout, l'histoire du roi Béanzin, elle appartient à tous les Béninois. Donc c'est vrai que même si l'histoire est connue, chacun vient avec un point de vue, un regard et un professionnel
professionnalisme différent qui va ne faire qu'enrichir cette histoire. Donc c'est difficile, c'est compliqué, mais on est en train d'avoir quelque chose de qualité justement avec toutes ces énergies et toutes ces forces-là. D'accord. Et justement, si je vous demandais de me définir ou peut-être de m'expliquer comment on en arrive à obtenir le résultat à la télé, c'est quoi une comédie musicale, comment ça se met en place, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour ceux qui ne savent pas? Bien, vous avez un peu tout dit. Et donc là, une comédie musicale, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un spectacle vivant, donc du théâtre avec des parties chantées. Donc nous, on a ramené également du cinéma dedans, du dessin animé, des effets spéciaux. Donc en fait, ça dépend de l'inspiration, je dirais, de l'artiste, du concepteur. C'est ça, exactement. Mais nous, on a vraiment voulu faire un spectacle vivant. Donc les gens viendront voir ça sur scène. D'abord au Palais des Congrès, et après on va voyager dans tout le Bénin avant d'aller... Vous allez vous déplacer? Oui, bien sûr, avant d'aller à l'extérieur aussi. Et la finalité, c'est aller dans un palais à Abomey où on va ouvrir une attraction vivante sur le roi Béhanzin. C'est un parc d'attractions. Dédicace, petite dédicace. Qui est d'Abomey? Les nains de Abomey. Ah, bah, voilà. donc voilà, il faut un metteur en scène qui épouse la vision du spectacle, la chorégraphe également qui va dans le même sens, la bande originale, parce que pour moi, la musique dans une comédie musicale, c'est ce qu'il y a de plus important. Si les chansons ne sont pas bonnes, le spectacle sera fade. Donc là, on a créé des nouvelles chansons avec des artistes phares du Bénin. Et il faut que les décors, les habits, les costumes, il faut que tout aille ensemble. Et vraiment, en tout cas, on est content du résultat et on espère que les gens qui viendront seront contents également. D'accord. Et justement, vous parlez de vous entourer des meilleurs. On sait qu'il y a Mécha Kadiaro qui est intervenu sur le projet. Nous avons vu dans Métoc, Teriba. Il y a aussi votre collègue, je dirais, du groupe CCC, Nassine Nesta. Nous avons vu des metteurs en scène, des chorégraphes, Rachel notamment. Pourquoi justement vous avez voulu vous entourer de ce beau monde-là? Ils ne sont pas forcément urbains, je dirais. Oui, alors là, j'ai vraiment laissé la casquette d'artiste urbain pour vraiment me mettre en tant que producteur d'une comédie musicale. Vous avez pu entrer dans le rôle facilement? Oui, enfin bon, moi j'ai toujours, même à travers le rap, on avait un label de production, CCC, où on produisait des artistes. Donc on faisait de la gestion de projet également. Donc on organisait nos concerts, nos spectacles nous-mêmes. Et là, c'est beaucoup plus grand. Mais disons que les choses sont à peu près les mêmes, sauf que c'est à des dimensions différentes. Et comme vous le dites, pour un spectacle pareil, il faut vraiment les meilleurs. Rachel Agbossou a déjà fait ses preuves en chorégraphie. Didier Sedoran Assegandé, un metteur en scène jeune mais très expérimenté. Nassine Nesta est le directeur artistique, a été accompagné de Mécha Kadiaro qui est donc musicologue, Busy Brain. On a des acteurs connus également. On a Nicolas de Dravo, Alfred Fadongo, James Salanon, Bardol Migan, qui sont très connus dans le milieu du théâtre. On a également Tina Capo, qui est une chanteuse nouvelle. Enfin, on a essayé vraiment de mélanger. Et Dométoc sera notre roi Béhanzin, qui l'interprète de manière magistrale. D'accord. J'ai une question, Jennifer, si tu permets, bien sûr. Alors, au-delà des artistes que vous avez réunis, est-ce que vous avez également travaillé avec des historiens pour restituer, on va dire, l'histoire dans son contexte, l'histoire du roi Béhanzin? Oui, tout à fait. On a travaillé avec des gens qui nous ont donné des orientations. Mais c'est vrai qu'on voulait garder... Bon, il y a une authenticité, bien évidemment, du spectacle. Mais on a voulu rajouter un peu de fantaisie, rendre ça vraiment plus intéressant, plus attrayant, tout en restant authentique. Donc, on a travaillé notamment avec quelqu'un qui a écrit le Roi Lion en France. Donc, pour rendre ça, malgré ça, il a gardé l'histoire, mais il a rendu ça vraiment attractif. Et on a besoin de ça dans le spectacle au Bénin pour que les jeunes vraiment s'intéressent à ce genre de choses. Sinon, vraiment, les jeunes, ils ne sont pas dans ça. D'accord. Et justement, en parlant d'histoire, moi, je veux m'intéresser à présent au contenu. C'est vrai que ce n'est pas encore sorti, on ne va pas spoiler, mais si vous pouvez un peu nous raconter l'histoire, ce qu'on va découvrir, sans forcément entrer dans les détails, on aimerait bien avoir l'exclusivité. Je peux vous dire que le roi Béhanzin, en exil, sur une plage en Martinique, retourne sur son histoire à travers une conversation avec une petite fille martiniquaise qu'il rencontre sur la plage. Et donc il raconte comment il en est arrivé sur cette plage à regarder la mer. Voilà un peu. Et pourquoi s'intéresser au roi Béhanzin particulièrement? Pour moi, c'est la personnalité la plus importante de notre histoire. Je le dis souvent, c'est un héros national. Quelqu'un qui avait pas que des qualités, bien évidemment, mais dans sa position, ce n'était pas facile. Et je tiens à préciser que c'est quelqu'un qui a dit non à l'injustice.
Et je le dis tout le temps, il aurait pu dire non aux Français. Il aurait fini sa vie comme roi. Il n'aurait jamais quitté son peuple, jamais quitté sa terre. Mais il a vu que ce n'était pas bon et il a dit non. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit remercier, qu'on doit encourager. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que tous les noms de rues français que nous avons, des colons, doivent disparaître au Bénin. C'est pas possible. Ça, c'est un autre combat. Non, mais c'est un combat qui doit aller dans le même sens. On ne veut plus de ces noms-là au Bénin. On veut des noms de chez nous. D'accord. Voilà. Malheureusement, le temps est complètement parti, mais j'aimerais savoir, pour finir, Amir, est-ce que vous abandonnez le rap pour la comédie musicale? Une parenthèse peut-être. Bon, vous savez, le rap, je ne suis plus à fond dessus. Je pense que notre temps est un peu passé. Il y a des nouveaux jeunes qui sont arrivés. Et donc, et même d'ailleurs, je n'écoute même plus beaucoup de rap. Même dans le monde entier, ce n'est plus la musique qui me passionne. Donc, je reviendrai peut-être au feeling. Mais ce projet est tellement challengeant que je n'ai pas le temps de faire autre chose. Donc, on souhaite en tout cas beaucoup de succès à cette comédie musicale, à ce projet-là. Et merci Amir d'être passé sur notre plateau. Merci Rebecca de nous avoir reçus. Oui, Jennifer Sativi, j'ai une dernière question. Est-ce que les tournages se font uniquement au Bénin ou bien vous irez également dans d'autres pays? Alors, dans le spectacle, donc, on a des parties tournées qui ont été tournées notamment en France, notamment pour les parties où il y a des Blancs qui jouent dedans. On a pris des acteurs professionnels de là-bas. Mais donc, le spectacle va voyager. On a vraiment une ambition qui est très grande d'amener ce spectacle pour vendre le Bénin au maximum. Donc, on a des ouvertures dans les Antilles, au Brésil, dans tous les pays où il y a beaucoup de Béninois. Donc, on croise les doigts pour que le gouvernement nous accompagne. En tout cas, pour le moment, ils sont positifs. Donc, en tout cas, vous demandez l'accompagnement du gouvernement, mais c'est le gouvernement, n'est-ce pas? C'est vrai, tout à fait. Ariane Da Silva, très rapidement, qu'est-ce que tu penses de cette comédie musicale, ce projet qui s'annonce? Alors, je trouve que c'est une très bonne chose. Déjà, tout à l'heure, il a dit quelque chose, moi, que j'ai retenu. Il a parlé des jeunes, en fait. Il faut faire quelque chose pour plaire aux jeunes. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il faut avouer qu'on a oublié notre histoire. Tu ne vas pas rencontrer un jeune dans la rue, lui demander peut-être qui est le roi Béhanzin. Il va te dire Béhanzin. Il va commencer peut-être à se poser des questions. Qu'on fasse ça peut-être avant de Voilà. Donc, c'est vraiment important. C'est un pan de notre histoire que nous devons valoriser pour permettre aux générations futures de s'en souvenir, de ne jamais oublier. C'est important. Tu t'imagines les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont suivre ce spectacle, ils vont retenir des choses. Quand ils auront des enfants, ils vont raconter l'histoire à leurs enfants, ainsi de suite et de génération en génération. On n'oublie pas le roi Béhanzin. Donc, chapeau et puis bon courage à vous. Merci beaucoup. Oui, c'est un projet très noble. C'est valoriser nos richesses, vraiment endogènes. Et je pense que sincèrement, je suis très preneur de ça et ça me donne déjà envie, quoi. En tout cas, est-ce qu'il y a une date? Je ne sais pas si j'ai retenu la date. On va demander. Il y a une date déjà prévue. Juste après le Ramadan. Juste après le Ramadan. On est toujours en répétition, mais on est au moins à 80% du spectacle. Donc après le Ramadan, on aura une grande première où vous serez bien évidemment invités. J'espère que oui. Donc les tournages se poursuivent, c'est ça? Oui, les répétitions se poursuivent en ce moment même. Donc les parties filmées ont déjà été filmées. Donc là maintenant c'est juste que le spectacle soit carré. On a la pression depuis qu'on a commencé la communication, donc on ne peut pas se louper sur ce spectacle. Certainement pas. Alors Jennifer Sativi, j'espère que d'ici là on aura encore l'occasion de l'inviter un peu avant le lancement officiel du projet. Jennifer Sativi, merci. Amir, ce fut un plaisir. Du courage pour ce projet. Chers amis, Ariane Rustic, merci également pour la présence. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette tranche. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.